Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo hors série de la chaîne ça fait un petit moment que j'ai pas fait finalement de vidéo hors série et ça s'impose un peu au final à moi dû au fait que comme je vous ai dit plusieurs fois j'ai un rythme un peu compliqué en ce moment, ce qui fait que je peux sortir qu'une vidéo toutes les 2 semaines et à nouveau je m'en excuse encore, mais si jamais vous voulez avoir d'autres médias par lesquels me joindre on va dire ou passer du temps avec moi, je live assez souvent sur Twitch donc je vous le mets là si vous voulez. Mais du coup c'est un peu mon seul moyen de garder contact entre les 2 semaines et j'espère que vous comprenez pourquoi c'est un peu dur de jongler et que du coup le rythme des vidéos a diminué. J'espère quand même que ça vous plaît toujours et du coup dans cette vidéo hors série je me suis rendu compte que je vous avais déjà parlé des séries que j'aimais, des jeux que j'aimais, que j'ai fait des reviews, mais en fait il y a quelque chose que j'ai jamais fait, c'est vous parler de mes films préférés. Et c'est limite bizarre parce qu'en fait je regarde beaucoup de films, j'aime énormément le cinéma, énormément, j'ai pas forcément le temps de regarder tous les films que je voudrais voir. J'ai une liste immense de films à regarder là actuellement avec des checklists et tout. J'ai vraiment un amour très particulier pour le cinéma et du coup je me suis dit que ce serait intéressant finalement de faire une vidéo où je vous parle de mes 10 films préférés avec quelques petites mentions honorables, mais surtout vu que c'est 10 films et que je vais quand même vous parler un petit peu de la raison pour laquelle j'aime ces films, on va séparer cette vidéo en deux. Donc ça va être un top 5 ici, et dans la prochaine vidéo, pas dans 2 semaines, mais la prochaine vidéo hors série, il y aura à nouveau un autre top 5 qui correspondra à la suite de cette vidéo. Ce n'est pas dans l'ordre, il n'y a pas de classement particulier parce que c'est très dur de décider quel est mon film préféré dans tout ça, s'il y en a 1, 2, 3 dans l'ordre ou quoi. Donc ce n'est pas dans l'ordre et surtout j'ai décidé d'exclure le Seigneur des Anneaux parce que vous vous doutez c'est un peu hors compétition. Donc ça va être 10 films que j'aime hors du Seigneur des Anneaux. Je ne vais pas vous spoil les films parce que ça a pour but de vous dire pourquoi je les aime, mais aussi de vous donner envie d'aller les voir si vous ne les avez pas vus. Donc ça sera sans spoil, je vais vous faire un petit résumé du synopsis, de la situation initiale, vous expliquer pourquoi j'aime bien sans vous spoil et espérer que vous irez les voir. Et surtout si vous voulez partager du coup votre top 10 ou votre top 5 première partie comme moi de films que vous aimez, n'hésitez vraiment pas à le faire en commentaire, je vous lirai. Et si c'est le genre de format que vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le premier film dont je vais vous parler est le film Midsommar de Ari Aster, le réalisateur d'Hereditary, l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années selon moi. L'histoire est celle de Danny et de Christian qui sont sur le point de se séparer quand la famille de Danny est touchée par une tragédie, celle de la mort de ses parents et de sa sœur. Attristé par le deuil de la jeune fille, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule alors qu'il s'apprêtait à la quitter et il l'emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas, va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante. Maintenant que je vous ai parlé du coup du résumé, je vais vous présenter un petit peu le film, à savoir ses points forts, ce qui m'a vraiment marqué dedans. À ma connaissance, il n'y aura pas de film qui aura de points négatifs parce que c'est pas compliqué, c'est mon top 10 of all time, donc c'est forcément les 10 films qui m'ont le plus marqué et je pars du principe que si les films font partie de ceux qui m'ont le plus marqué, forcément il n'y a pas vraiment de défaut que je constate moi. Après si vous voulez débattre sur les points faibles des films que je cite, n'hésitez pas à le faire également. Tout d'abord, ce qui est assez surprenant avec Midsommar, au-delà de toutes les thématiques assez profondes qu'il y a sur le deuil, sur les relations amoureuses, sur la trahison, la tromperie, tous les trucs comme ça, c'est beaucoup abordé dans le film. Mais ce qui choque en premier, c'est qu'au final, c'est limite une sorte de film d'horreur en pleine journée. Ça se passe du coup en Suède, au moment durant l'été, quand du coup le soleil ne se couche jamais, donc il n'y a jamais de nuit. Et ça c'est quelque chose qui peut être très perturbant parce que on part pas du principe qu'un film d'horreur se passe 2 jours. Or c'est un film qui emprunte tous les codes en réalité du film d'horreur, donc pour moi ça rentre dans la catégorie film d'horreur. Surtout quand on part du principe que son premier film était Hereditary, qui lui était beaucoup plus sombre, mais qui était quand même qui a vraiment des similarités assez proches. Similitude, c'était bon. Mais le film se passe au final 2 jours complètement et ça le rend encore plus angoissant car ce qui rend la nuit terrifiante, c'est le fait que l'on ne voit pas ce qu'il se passe autour de soi.
De jour, on se sent en sécurité car on peut analyser son environnement. Et dans Midsommar, on voit tout le temps, partout, avec des grands angles souvent autour de nous, et pour autant le danger est omniprésent et on le sent partout. Il y a un sentiment d'absence de sécurité, et c'est ça qui fait que ce film est assez impressionnant au niveau de la prouesse du scénario et de la mise en scène. De ce fait, cela le rend très unique dans son domaine. Au-delà de ça, il y a également des messages cachés tout au long du film qui fonctionnent au final un petit peu comme des images subliminales qui nous formatent sans même que l'on s'en rende compte, créant une angoisse assez constante. Il y a également de nombreuses vidéos qui montrent tous les messages cachés et une fois qu'on les regarde, on sent un espèce d'énorme vertige car on ne les a même pas forcément vus tout au long de notre visionnage. Le pire dans tout ça, c'est que au-delà même du fait qu'il fasse jour et que ça soit stressant, tout autour des personnages laisse supposer une sécurité, le fait qu'ils n'ont rien à craindre, tout le monde est gentil, tout le monde est habillé de blanc, il y a des fleurs partout, l'herbe est verte, le ciel est bleu, il fait beau, enfin en fait on n'est pas sur des clichés d'images qui vont laisser supposer qu'il y a un danger proche, et pour autant en tant que spectateur et même au niveau des personnages principaux, on sent qu'il y a un danger qui est présent, qui est là, mais on n'arrive pas à savoir d'où ça vient et ce à quoi ça correspond en réalité, mais aussi quel est son but dans l'histoire. Avant la toute fin, évidemment. Florence Pugh est également remarquable en tant qu'actrice dans ce film, et le développement de son personnage en perspective du groupe sectaire est très intéressant et laisse place à de nombreux débats. Par ailleurs, pour ceux qui ont vu les deux films, il y a un parallèle assez intéressant qui peut être fait entre Hereditary et Midsommar sur les plans en eux-mêmes, les choix des plans du réalisateur et la mise en scène qui est en réalité assez similaire et qui fonctionne limite en miroir. Donc c'est vraiment très intéressant et je vous recommande vraiment énormément d'aller voir Midsommar, mais également Hereditary de Ari Aster, parce que je pense qu'avec seulement ces deux films en tant que long métrage, il est vraiment en voie de devenir un très grand réalisateur du film d'horreur et c'est vraiment quelqu'un à mon avis qu'il faut suivre et j'attends énormément son prochain film et je vous recommande évidemment Midsommar. Passons maintenant au deuxième film, Le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Le film retrace les aventures de Gustav H, l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel européen de l'entre-deux-guerres, et du garçon d'étage Zéro Mustapha, son allié le plus fidèle. La recherche d'un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance, et un conflit autour d'un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation. Ce film frappe déjà par ses visuels absolument magnifiques qui sont vraiment la signature de Wes Anderson dans ce film. On passe de grands plans dans l'hôtel à des plans en sorte de 2D papier mâché qui font beaucoup plus film d'animation et qui créent un charme énorme. Et surtout, chaque plan peut littéralement être un fond d'écran tellement le travail de la lumière et de la couleur est maîtrisé à la perfection. Il y a aussi une chorégraphie de placement des acteurs et des mouvements qui s'agencent très bien avec ces décors et ces costumes raffinés. Ensuite, il y a les acteurs. Pour vous donner une liste courte des grands noms présents dans ce film, on peut retrouver Ralph Fiennes, William Dafoe, Adrian Brody, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Jude Law et bien d'autres encore. Bref, c'est un sacré casting aux petits oignons et ils sont absolument tous parfaits dans leur jeu, bien que pour certains on ne les voit que 5 minutes environ, mais ils sont pour autant tous extrêmement remarquables et on se souvient d'eux, même si le plan était court. Surtout Ralph Fiennes, parce que pour moi c'était vraiment son rôle où je l'avais redécouvert, parce que je le connaissais dans Voldemort évidemment, dans les Harry Potter, mais c'est pas non plus le rôle où on se souvient de lui, alors que dans ce film ça a vraiment genre, je me suis dit putain c'est un trop bon acteur, donc c'était vraiment, ça a été sacrément une claque. Et surtout, lui, comme tous les autres acteurs, maîtrise leur humour dans ce film à la perfection. L'humour est vraiment parfaitement dosé à des très bons moments. Et je pense notamment à un passage en particulier où le personnage de William Dafoe, d'Adrian Brody, se rend auprès d'un avocat, je vais pas vous dire pourquoi. Et le personnage de William Dafoe tient un chat comme ça dans ses bras. Et en fait, à la fin de l'entretien, il était à côté de la fenêtre et c'était le chat de l'avocat. Il le caresse et en fait, tout naturellement, il le bazarde par la fenêtre. Mais c'est totalement absurde que c'en est hyper drôle. Et déjà à ce moment-là, j'avais bien ri, mais juste après, l'avocat s'en va dans un musée ou une bibliothèque. Et en sortant, il va au vestiaire récupérer son manteau et son chat. Et il donne littéralement l'étiquette à la dame du vestiaire où il y a écrit « chat persan » dessus. Et la dame lui rend un sac avec son chat mort et en fait ça choque personne. Et c'est vraiment ça qui est énorme dans ce film, c'est que c'est un humour complètement absurde, mais qui tape hyper bien et en fait, j'ai juste pas de défaut à donner, l'histoire elle est trop bien, les visuels ils sont géniaux, les acteurs ils sont parfaits, l'humour est nickel, les revirements de situation font sens tout en étant quand même un petit peu absurde. Et il y a des moments touchants. Franchement, on est sur un combo exceptionnel avec ce film, donc si vous l'avez pas vu, pareil, foncez. Le
troisième film que j'ai à vous présenter est l'un des films de ce top qui m'a le plus marqué mentalement en termes d'impact émotionnel, et il s'agit du Secret de Brokeback Mountain avec Heath Ledger et Jack Gyllenhaal, réalisé par Ang Lee. Ennis Delmar et Jack Twist, deux jeunes cow-boys de l'état du Wyoming, se rencontrent au printemps 1963, employés par le Farm and Ranch Employment, l'un comme berger, l'autre comme responsable de camp. Ils sont assignés au même élevage de moutons au nord de Signal, dans un alpage situé sur le Brokeback Mountain, une ville et une montagne imaginaires du Wyoming. Malgré une intense idylle dans la montagne, ils font leur vie chacun de leur côté, se marient, ont des enfants. Ils se retrouvent que 4 ans plus tard et vivent une histoire d'amour cachée, ne se rencontrant qu'épisodiquement pendant 15 ans entre le Wyoming et le Texas. Ce film, ça a vraiment été une claque absolument énorme pour moi. De base, je voulais le voir parce que Heath Ledger et Jack Gyllenhaal, c'est vraiment des acteurs que j'apprécie beaucoup. Mais je m'attendais pas à ressortir aussi chamboulée de ce film parce que la fin est extrêmement violente au niveau du thème, au niveau de la manière dont c'est abordé. Et surtout, ce film, l'air de rien, il est beaucoup connu comme étant une relation homosexuelle entre deux cow-boys, par les gens qui ne l'ont pas vu. Alors qu'au final, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça au niveau des maux de société, au niveau des problèmes qu'il y a pu avoir. Ça aborde des thématiques tellement importantes. Et puis au-delà de ça, c'est pas que ça. Certes, c'est deux personnages qui sont amoureux, c'est deux hommes qui sont amoureux l'un de l'autre, mais c'est pas que ça. C'est pas comme ce que fait Netflix par exemple, ce qu'ils adorent faire, c'est-à-dire mettre deux personnages homosexuels et bam, ils sont homosexuels et puis c'est tout. Il y en a un, il est un peu comme ça parce que ça doit être un cliché et puis voilà, vous voyez, enfin... Ils aiment bien faire des clichés, alors que là on n'est pas dans le cliché, on est entre deux hommes qui sont des cow-boys, qui doivent faire leur vie de leur côté, qui ont cette mentalité très virile également, mais qui pour autant s'aiment. Et la manière dont c'est abordé, c'est certes, ils sont homosexuels, enfin, bi, peu importe, ils aiment un homme, mais pour autant, c'est pas ça qui les définit, ils sont pas juste deux personnes du même sexe qui s'aiment, parce qu'ils ont leurs propres problématiques, ils ont leurs propres tourments personnels, ils ont des caractères bien différents l'un de l'autre, et du coup ça fait qu'ils sont uniques dans leur traitement, et c'est ça qui fait que pour moi, avec le talentueux Mr. Ripley, c'est probablement le film qui aborde le mieux ces thématiques d'homosexualité que j'ai vu, je précise quand même, mais je trouve que la manière dont ça a été abordé était profondément maîtrisée. Ils évoluent dans un monde où l'homosexualité est extrêmement mal vue, où le fait de l'être, si c'est découvert, peut entraîner de la mort, où il leur faut se cacher et fonder une famille normale alors qu'ils s'aiment tous les deux d'un amour sincère et unique, et ça rend l'histoire vraiment dure à vivre en tant que spectateur. Les personnages de Heath Ledger et Jack Gyllenhaal ont par ailleurs une alchimie très juste et bien retranscrite, et ça n'aurait potentiellement pas marché avec d'autres acteurs qu'eux, car on croit fortement à leur motivation respective et surtout à l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Enfin, on a limite ce sentiment que vraiment ils ont des réels sentiments l'un pour l'autre. Alors certes, c'est des acteurs, ils doivent savoir le faire, mais on connaît tous des films où les acteurs, même de sexes différents, sont censés s'aimer et ça se sent pas. Et je pense que le couple du coup de Jack Gyllenhaal et Heath Ledger est probablement le couple pour lequel j'ai vu la plus grande alchimie dans le cinéma. Tellement c'est violent. Et d'ailleurs j'ai lu à ce sujet-là que durant le baiser de leur retrouvaille, qui est extrêmement violent, extrêmement passionnel parce qu'ils se sont pas vus pendant longtemps, Heath Ledger a failli péter le nez de Jack Gyllenhaal tellement il l'embrassait violemment en fait. Et alors je crois que c'est vrai, mais à checker quand même, mais si c'est le cas, je trouve quand même que c'est déjà assez révélateur de la passion que mettaient l'un et l'autre dans ce rôle-là, et de la passion qui pouvait être ressentie par le spectateur aussi, parce que si on en arrive à la limite se péter le nez en s'embrassant, toi en tant que spectateur t'es en mode putain. Donc ouais, il y a cette anecdote en plus qui accentue cette sensation de passion entre eux en fait. Heath Ledger a ce rôle de l'homme également très mal à l'aise avec les relations sociales en général. Il sait pas répondre aux confrontations, il se fait submerger par ses émotions, il sait pas les exprimer, et c'est fait avec une justesse vraiment déconcertante de la part de l'acteur, créée par des hésitations dans son texte, sa voix basse, des marmonnements, de la non-articulation, parce que des fois le personnage c'est vraiment ça, c'est qu'il l'articule limite pas quand il parle dans sa barbe, quand il se retrouve dans une dispute ou dans une situation de conflit, il se ratatine sur lui-même, et ça c'est des personnages qu'on voit pas forcément beaucoup au cinéma je trouve, en tout cas pas avec cette justesse là. Et oui, du coup en tant que spectateur aussi, pour revenir à la fin, c'est également très dur de voir cette relation là évoluer de cette manière-là, sachant qu'on peut se dire que 60 ans plus tard, à notre époque, et encore c'est discutable, mais à notre époque, ils auraient pu
vivre leur amour normalement, et que là, du fait de la situation, du contexte, de leur vie, c'était pas possible. Et c'est ça qui rend la fin encore plus douloureuse, et je vais pas vous la dire, mais c'est une fin, j'en suis sortie bouleversée de ce film. J'avais les larmes aux yeux, j'étais dans le pâté toute la soirée, c'est tellement dur à vivre. Je sais plus si j'ai pleuré, mais je pense que j'étais pas loin. C'est une des fins qui m'a le plus marqué, tellement j'avais l'impression que c'était injuste, que c'était... Enfin, franchement, le sous-texte, tout le débat autour de ce film est vraiment génial. Et si vraiment je devais classer mes films préférés, lui il serait au moins dans le top 3. Facile. Passons maintenant sur un film à l'ambiance plus légère après la déprime et avant de retourner dans le glauque, à savoir Kingsman Secret Service réalisé par Matthew Vaughn. Kingsman, l'élite du renseignement britannique en costume 3 pièces, est à la recherche de 109. Pour recruter l'agent secret, elle doit faire subir un entraînement de haut vol à des jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L'un d'eux semble être le candidat imparfaitement idéal, un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé Eggsy. Ces des super espions parviendront-ils à contrer la terrible menace que fait peser sur le monde l'esprit tordu du criminel Richmond Valentine, génie de la technologie? Je pense qu'on est très nombreux à avoir vu Kingsman et c'est probablement le seul film d'action, non il y en a un autre dans mon prochain top, mais c'est l'un des 2 seuls films d'action qu'il y a réellement dans mon top parce que j'aime beaucoup, mais les films d'action en général se limitent à j'ai passé un bon moment et c'est tout. Donc pour qu'ils viennent dans le top c'est que j'ai passé un très bon moment et je pense qu'on est nombreux à avoir vu le premier Kingsman et à l'avoir adoré. Du coup je vais quand même pas spoiler si jamais il y en a qui l'ont pas vu, mais sachez que vraiment, Kingsman ça a été une grosse claque entre le rire, l'émotion, les chorégraphies, tout est parfaitement géré dans Kingsman, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à rajouter, et c'est déjà très révélateur d'un bon film. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui marque le plus, c'est évidemment les chorégraphies des moments de combat, et tout particulièrement celui de l'église, dont je vais vous passer un petit passage rapide sans spoil. C'est un peu ce que tous les combats du MCU mériteraient d'être par exemple, car on ressent l'impact des coups, on ressent la violence, mais il y a également des plans de caméra qui sont ambitieux, il y a des mécaniques de combat, si je peux appeler ça, qui sont originales, qu'on n'a pas forcément vu ailleurs, il y a du dynamisme, on ne s'ennuie pas, on n'a pas l'impression que c'est vide, on n'a pas l'impression qu'on épargne les acteurs en termes de violence de coups. C'est tellement bien géré qu'en fait, tous les films à chorégraphie de combat mériteraient non pas d'être pareils parce que sinon ça rendrait Kingsman insipide, mais au moins d'essayer de tendre vers une perfection comme ça, peut-être pas dans le même style, mais au moins ce genre de perfection. On a également tout le temps des musiques à ce moment-là qui augmentent également l'impact des coups, qui met du dynamisme dans les moments d'action, qui fait qu'on n'est pas juste là dans un silence ou avec juste typical music super-héros.mp3, vous voyez ce que je veux dire je pense. On est vraiment sur des musiques qui sont originales, qui ont du peps, et puis aussi le fait que les personnages sont soit ces espèces d'espions secrets, mais avec des vraies tenues de gentleman en 3 pièces, avec des parapluies qui leur servent d'armes, et des trucs hyper astucieux. Alors ça peut faire un peu James Bond, mais au final c'est pas du tout le même esprit, et ça crée une séparation qui est super intéressante et qui fonctionne super bien dans ces moments d'action intense. Colin Firth est phénoménal dans ce film, et tant qu'on en est à parler des acteurs, parlons de Samuel L. Jackson. Le tour de force vraiment excellent qu'ils ont fait dans ce film, c'est qu'ils ont créé un antagoniste complètement à contre-pied de ce que l'on connaît. Il est hématophobe, vomit quand il voit du sang, il zozote, il s'habille super mal, il mange McDo dans une maison de milliardaires, mais tout ça qui est censé le rendre ridicule, au final fonctionne énormément, et il finit par être affreusement effrayant parce que son physique ne reflète pas ses idéaux machiavéliques, et ça crée à nouveau un décalage qui fonctionne super bien. En outre, il y a également le design de sa femme de main, Gazelle, qui est une actrice française au passage, qui est géniale avec ses jambes en lame qui lui servent à se battre, et on a grâce à ça un combat génial avec Eggsy à la fin. Eggsy qui est également un personnage principal très intéressant, qui fonctionne vraiment bien et qui a une progression top tout au long des épisodes, donc franchement Kingsman ça a été un gros sans faute. Et vous verrez, mais mon prochain film d'action qui a créé son chemin dans ce top, ne lui, disons, lui fait fortement compétition dans le domaine. Et enfin, pour le dernier film, on va retourner dans une ambiance bien plus sombre et violente, à savoir Prisoners de Villeneuve, avec en rôle principaux Jack Gyllenhaal et Hugh Jackman. Ça fait 2 fois qu'il y a Jack Gyllenhaal dans un de mes films de ce classement. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Peut-être pas aussi. Dans la banlieue de Boston, 2 filles de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu.
Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père d'Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours plus tard faute de preuves, entraînant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l'irréparable. Les jours passent et les chances de retrouver les fillettes s'amenuisent. Tout d'abord, je tiens à dire que pour moi ce film est le meilleur film de Hugh Jackman, à savoir sa meilleure performance. Son rôle de père torturé prêt à aller au-delà des limites de la morale pour pouvoir sauver sa fille est affreusement touchant, et on comprend tout au long du film ses motivations même si on se questionne sans arrêt sur le fait que ça soit juste moral ou non. Il a ses élans de colère mais aussi de désespoir profond qui sont au final justifiés par rapport au fait que les personnages potentiellement responsables de la disparition de sa fille ne sont pas traités comme tels par la police, et on assiste au combat d'un père qui finit par faire la justice lui-même tellement il a perdu foi dans les forces de l'ordre. Forces de l'ordre qui sont représentées par le personnage de Jack Gyllenhaal, qui est le seul de son département à tendre à croire le père. Il a ces espèces de tics nerveux du visage où il ferme les yeux d'un coup et très fort, qui accentuent le côté nerveux qu'il peut avoir, et surtout c'est difficile dans ce film entre guillemets de choisir un côté, car d'un côté on comprend énormément le personnage de Hugh Jackman qui veut sauver sa fille de manière désespérée quitte à faire les plus grandes horreurs, et le côté du coup de Jack Gyllenhaal qui veut résoudre cette affaire en tant que policier, qui veut croire le père mais qui est limité par ses supérieurs et qui du coup fait un peu le chemin tout seul en tant qu'un loup solitaire. Donc les deux personnages sont assez intéressants, ils vont en opposition mais en même temps dans la même direction, ce qui fait que des fois c'est un peu dur de choisir un camp dans ce film, ce qui rend le truc extrêmement intéressant. Le personnage de Jack Gyllenhaal a également du mal à sortir de son travail, il s'y dédie complètement et est tourmenté entre le fait de croire le père, mais aussi le fait de l'arrêter dans sa folie. Les deux personnages ont un développement ensemble vraiment très bon et en tant que thriller, ce film fonctionne très bien, et est probablement l'un de mes thrillers préférés avec Shutter Island. Il y a une ambiance également très sombre dans ce film, rien qu'à la colorimétrie, c'est bleuté, c'est grisé, c'est marronné. On parle quand même d'un film où des petites filles se sont fait enlever, on sait pas ce qui va devenir d'elles, elles vont peut-être mourir, donc évidemment que la colorimétrie va, que ça soit avec la tristesse du père, la tristesse de la situation, le traitement du coup de Loki, le policier personnage de Jack Gyllenhaal. Il y a tout qui justifie le fait que ça soit traité avec ces couleurs-là, et au final, les différents plot twists qu'il peut y avoir dans l'histoire sont pas forcément... On peut les deviner, mais ils sont pas forcément faciles à voir arriver, avec un espèce de cliffhanger à la fin, enfin une fin ouverte on va dire, qui laisse à l'interprétation. Pour moi c'est le film de Villeneuve qui fait le moins Villeneuve en quelque sorte, parce que vous savez c'est quelqu'un qui dans son cinéma aime beaucoup le côté contemplatif. Moi c'est quelque chose auquel je suis très sensible. J'ai beaucoup aimé Dune, j'ai beaucoup aimé Blade Runner 2049. J'en ai vu d'autres de lui, mais comme ça, j'en ai plus en tête. Et Prisoner, c'est peut-être celui qui est le moins contemplatif et le plus average, on va dire, en termes de cinéma, à savoir que on suit une histoire, un thriller, il est pas contemplatif, il peut pas se le permettre dans cette ambiance-là. Mais pour autant, c'est tout aussi bien réussi. Donc, ah oui, attends, il n'y a pas le film avec Jack Gyllenhaal qu'il a fait, là, avec l'araignée? Ennemi, c'est de Villeneuve ça aussi. Celui-là je l'ai pas aimé. Bref, on s'en fout. Prisoner c'est pour moi un peu la case à part de Villeneuve par rapport au film que j'ai vu. Mais il en est pas moins excellent et je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'en termes de thriller il est dans les tops de sa catégorie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup en commentaire à partager vos tops comme je vous ai dit dans l'introduction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, et j'espère vous voir pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!